Bonjour à tous. Effectivement, je vais avoir le plaisir de vous parler de la mission Gaïa et de la manière dont elle est en train de révolutionner notre vision du ciel en produisant une carte absolument extraordinaire de notre galaxie en particulier. La construction d'une cartographie du ciel, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a intéressé les hommes depuis très longtemps. Donc sur cette illustration, j'ai juste représenté quelques cartes anciennes du ciel. Alors la première est datant de 3500 ans, donc est la plaque de Nabra, qui est un objet absolument remarquable, où on voit un certain nombre d'étoiles et puis vraisemblablement le soleil et la lune qui sont représentés. Un objet très précieux avec de l'or et du bronze. Il y a 1400 ans, les premières cartes réalistes, on va dire, sont créées par les Chinois. Et cette carte, donc la carte de Dunhuang, qui présente la position des étoiles telle qu'observée à l'époque et qui est d'une exactitude pas mauvaise du tout. Et puis plus récemment, il y a 250 ans, la carte assemblée par Lacaille, un astronome de l'Observatoire de Paris, qui s'est rendu jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'à la ville du Cap. Donc c'était vraiment une énorme aventure à l'époque. C'était un voyage de plusieurs années dans des conditions très très précaires. Et il a construit cette carte du ciel austral, donc une des premières cartes du ciel austral sur lesquelles il a reporté des constellations nouvelles et toutes les étoiles qu'il a pu observer avec précision à ce moment-là. Alors si on se rapproche maintenant plus de nous et de notre conception actuelle de la réalisation d'une carte du ciel, eh bien, le projet de la carte du ciel, c'est le premier très grand projet international de cartographie du ciel. Et ce projet, qui a été lancé à la fin du 19e siècle, visait à produire une carte complète du ciel tel qu'il existait donc à la fin du 19e siècle, à l'aide de la technique photographique, donc une technique relativement récente encore à cette époque, et en utilisant un ensemble de télescopes comme celui-là, donc standardisés, répartis dans, je crois, 18 observatoires autour du monde, dont la mission était de faire des milliers de plaques photographiques pour cartographier le ciel. Donc ce projet, peut-être un peu trop ambitieux, peut-être un peu trop grand, un peu pas assez bien défini, finalement n'a pas été un succès. Et il a été arrêté en 1970, sans avoir produit la cartographie qui était prévue à l'origine. Donc, vous voyez, il a duré à peu près 80 ans, et au bout de 80 ans, l'échec a été constaté. Mais ça a finalement été un peu le terreau du développement de projets spatiaux pour cartographier les étoiles. Et en particulier, le premier d'entre eux, le satellite Hipparcos. Alors ce satellite, il a une histoire qui est intéressante et qui fait un peu le lien avec la carte du ciel. Il a été proposé alors que la carte du ciel n'était pas encore arrêtée. Ce projet était encore en cours en 1967 à l'Agence spatiale française, au CNES. Et puis, il a été considéré trop ambitieux pour le CNES seul. Donc il a été ensuite proposé à l'ESA et approuvé en 1980. Donc il a été lancé en 1989. Il a eu quelques petits soucis techniques avec son moteur en particulier qu'on voit ici, mais il a quand même très bien fonctionné jusqu'en 1993 et il a mesuré la position et surtout la distance de 117 000 étoiles, ce qui était une énorme progression par rapport à ce qui existait auparavant. Auparavant, on avait les distances d'une poignée d'étoiles, peut-être une dizaine, une vingtaine d'étoiles. C'était ridicule. Enfin, ridicule. Non, c'était très peu. Et alors, ce satellite a complètement agrandi l'univers mesuré en termes de distance par un facteur énorme. Venons-en maintenant au sujet principal, donc la mission Gaïa. Alors Gaïa, c'est la mission actuelle, c'est vraiment l'héritière du satellite Hipparcos. Elle bénéficie de l'ensemble des technologies qui ont été développées pour ce satellite précurseur. Il a été proposé en 1993, donc juste à la fin de la mission Hipparcos. Donc on voit très bien la notion de filiation entre la carte du ciel, entre Hipparcos et avec Gaïa ensuite. Il a été approuvé en l'an 2000 par l'ESA, lancé en 2013, et il est prévu qu'il fonctionne en orbite au point de Lagrange jusqu'en 2025. Donc une mission de longue haleine, hein, vous voyez, proposée en 1993 et fin du programme en 2025, fin des observations.
Alors, le principe de ce satellite, eh bien, je ne sais pas si vous arriverez à bien voir l'animation, mais en fait, il utilise deux miroirs qui réalisent simultanément des images de deux régions du ciel situées à 106 degrés l'une de l'autre sur le ciel, et puis il tourne pour balayer l'ensemble du ciel. Donc on voit ici, ce sont des images de synthèse de l'intérieur du satellite Gaïa, où on voit donc les deux miroirs et puis l'ensemble du montage optique. Le satellite, les télescopes tournent autour d'un axe de manière à balayer le ciel par bande. Et donc, ce balayage permet au satellite Gaïa de couvrir l'ensemble du ciel chaque année. Donc on voit ici, le satellite lui-même est assez grand. Hein, le disque qui est ici fait une dizaine de mètres de diamètre. Donc ce disque, il sert à cacher la lumière du soleil pour que le satellite ne soit pas gêné par la lumière solaire. Et donc le cylindre central fait à peu près 3 mètres de diamètre. Donc c'est un gros instrument. Et donc tout le principe, c'est qu'il réalise ces bandes de mesure simultanément sur deux régions du ciel, et donc il permet de calculer l'angle séparant les objets observés dans un des champs par rapport aux objets dans l'autre champ. Voilà, il construit comme ça une image complète de la sphère céleste que l'on peut déplier ensuite, et vous allez voir différentes cartes de cette forme-là. On peut la déplier sous une projection sous la forme d'une ellipse comme cela. Donc le principe, lorsque le satellite lorsque un champ d'étoiles passe dans le satellite, eh bien, les étoiles vont défiler dans le plan focal du télescope. Alors dans le plan focal, comme un appareil photo, il y a des détecteurs, sauf que dans Gaïa, il y a énormément de détecteurs, puisque le plan focal fait à peu près 1 mètre de longueur. Et dans ce plan focal, donc, il y a des CCD, donc des capteurs de lumière, qui sont répartis, qui comportent environ 1 milliard de pixels. Donc c'est une très, très grande caméra. Et les objets vont défiler, du fait de la rotation de l'instrument, vont défiler sur ce plan focal et passer dans un appareil de mesure astrométrique qui va mesurer donc leur position, puis dans des photomètres dans 2 couleurs pour mesurer donc la quantité de lumière de chacun de ces objets, et enfin dans un spectrographe qu'on appelle le Radial Velocity Spectrometer, RVS, qui va décomposer la lumière et obtenir un spectre de chacun des objets jusqu'à une certaine limite en magnitude, en luminosité. Alors, grâce à toutes ces informations, il est possible de reconstituer beaucoup de paramètres de toutes les étoiles et objets observés. Tout d'abord, on obtient leur position au moment où le télescope les observe. Donc, au moment où l'objet passe dans le champ de l'instrument, eh bien, en chronométrant ce passage, eh bien, on a la position de l'objet sur le ciel. On réalise non pas une seule mesure, mais beaucoup de mesures de chaque objet. Il y a typiquement plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mesures pour chacun des objets observés par Gaïa. Donc on peut déterminer son mouvement, son déplacement propre dans l'espace sur la sphère céleste. Et donc on peut également mesurer sa distance grâce à la technique de la parallaxe, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. La photométrie, donc la quantité et la couleur de la lumière de l'objet, nous donne accès à un certain nombre de paramètres physiques importants de chacune des étoiles observées. Par exemple, la température, évidemment la couleur, le changement de luminosité pour les étoiles variables, puisqu'on a un suivi temporel, l'âge, la métallicité, la composition chimique. Cette fois-ci, on l'a déduit des spectres obtenus par l'instrument RVS, donc sur la droite du plan focal de l'instrument. Donc on peut déterminer la composition chimique de l'étoile, on peut déterminer sa vitesse radiale par effet Doppler. Donc la partie astrométrie mesure la vitesse tangentielle de l'objet sur le ciel, et le RVS donc mesure la vitesse radiale. Donc on a la position, la distance grâce à la parallaxe, et les 3 composantes de vitesse, tangentielle et radiale, ce qui fait qu'on a les 6 paramètres complets, position tridimensionnelle plus vitesse tridimensionnelle de chacun des objets observés par Gaïa. Accessoirement, on peut aussi déterminer la vitesse de rotation sur elle-même d'une étoile par l'élargissement des raies spectrales de son spectre. Alors, ce type de mesure, Gaïa le réalise sur une quantité
extraordinaire d'objets. Et c'est ça qui fait la grande force de cet instrument, de ce satellite, c'est qu'il mesure, il a mesuré jusqu'à présent donc 1,8 milliard d'étoiles pour lesquelles il a pu déterminer de l'astrométrie et de la photométrie pour environ 1,5 milliard de ces objets, c'est-à-dire des mouvements propres, des distances, donc qui sont des quantités très difficiles à mesurer pour des objets astronomiques. Il a obtenu des spectres à haute résolution pour 5,6 millions d'objets, avec différents niveaux de sensibilité, hein, selon la luminosité de chaque objet. De la spectroscopie basse résolution pour des centaines de millions d'objets, donc pour lesquels on peut déduire des paramètres astrophysiques, c'est-à-dire on peut savoir de quel type d'étoile il s'agit pour chacun de ces objets. Il a observé à peu près 10 millions d'étoiles variables, ce qui est un progrès là encore extraordinaire par rapport à ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, de manière de plus très homogène. Donc ça, c'est une avancée tout à fait fondamentale pour la compréhension des mécanismes de variabilité de ces étoiles. Il a également observé 800 000, un peu plus de 800 000 objets binaires, c'est-à-dire des étoiles qui sont en couple, ou également des étoiles qui possèdent des exoplanètes. Donc c'est encore une contribution tout à fait extraordinaire, avec une multiplication, je crois, par 30 du nombre d'objets dont les orbites sont déterminées par rapport à ce qui existait avant Gaïa. Voilà, donc cette quantité de données, c'est ce qu'il y a actuellement, c'est ce qui a été produit par l'instrument et publié donc, le 13 juin dernier, donc tout récemment, dans la 3e publication de données de l'instrument, qu'on appelle la DR3, Data Release 3. Et ça constitue une partie de ce qui sera au final disponible à la fin de la mission, donc en 2025. Alors la parallaxe, c'est toute la force de l'instrument Gaïa. Le principe de la parallaxe, c'est quelque chose avec lequel on est finalement très familier, hein, puisque c'est le mécanisme avec lequel nos yeux estiment la distance des objets qui nous entourent. Donc la parallaxe, c'est simplement d'utiliser une séparation entre deux points de vue, hein, qu'on appelle la base. Donc utiliser cette base de mesure pour, grâce au léger changement de perspective entre la vue depuis les deux points d'observation, de déterminer la distance de l'objet. Hein. Plus l'objet est loin, moins la perspective va changer entre les deux points d'observation. Et donc, voilà, on pourra percevoir, ressentir la distance de cette façon. Mais on utilise la même technique pour mesurer les distances des étoiles. Simplement, on utilise non pas la base de nos yeux qui est un peu trop étroite, mais on utilise comme base la séparation entre la position de la Terre à 2 points sur son orbite séparés de 6 mois. Donc, on a de ce fait une base de 2 unités astronomiques, ce qui fait 300 millions de kilomètres. Et cette base nous permet d'aller mesurer, grâce à ce changement de perspective, la distance des étoiles qui est évidemment extrêmement grande. Voilà, donc on observe une étoile, par exemple, en janvier et au mois de juillet, donc à 6 mois d'écart. Et on va voir cette étoile, si elle est proche de nous, dont la position apparente sur le ciel par rapport aux objets situés en arrière-plan va changer légèrement. Et ce changement de position va nous informer sur sa distance et nous donner sa distance. Vous voyez les étoiles ici, qui sont des étoiles réelles du ciel, hein, représentées à leur position réelle, mais dont la parallaxe a été très augmentée, dont l'effet de parallaxe a été très augmenté. Et on voit le déplacement des étoiles lorsque la Terre fait un tour du Soleil. Donc on voit, elle réalise un petit cercle, vous voyez, et ce cercle est d'autant plus grand que les étoiles sont proches de nous. Voilà, donc la taille de ce cercle, hein, qu'on appelle la parallaxe, eh bien, c'est l'inverse de la distance de l'étoile, c'est proportionnel à l'inverse de sa distance. Donc en mesurant cette parallaxe, eh bien, on a la distance de chacune des étoiles. Par ailleurs, chaque étoile a un déplacement qui lui est propre, et on voit sur cette extrapolation aux dizaines de milliers d'années dans l'avenir, le changement de constellations qui va se produire dans notre ciel. Et on voit que les constellations, mais finalement, telles qu'on les connaît aujourd'hui, bien, dans 10, 20, 30 000 ans, eh bien, ce ne seront plus les mêmes. Elles auront disparu dans leur forme actuelle et d'autres configurations auront apparu. Alors maintenant, je vais venir donc aux résultats justement qui ont été publiés le 13 juin dernier, donc aux magnifiques résultats de Gaïa dans sa DR3, dans sa publication 3. Donc Gaïa a fourni, on va dire, des visages
tout à fait extraordinaire de notre galaxie en particulier. Et donc sur cette illustration, on voit ici à gauche 2 représentations de la rotation de notre galaxie. Donc je détaillerai un petit peu plus ce que ça contient comme information, mais on voit déjà qu'on n'est plus dans la rotation de notre système solaire, des planètes de notre système solaire, mais dans la rotation des étoiles dans notre galaxie, donc à une échelle extrêmement grande. Sur l'image en haut à droite, on voit une carte de la densité de poussière dans notre galaxie, parce que Gaïa, grâce au nombre énorme d'étoiles qu'il mesure, permet de remonter à la quantité de poussière présente dans le disque de notre galaxie. Et l'illustration en bas à droite, eh bien, c'est la composition chimique des étoiles telle que mesurée par Gaïa, et on voit qu'il y a une différence entre le disque de notre galaxie et d'autres régions, et je détaillerai un petit peu après. Alors tout d'abord, la rotation de la galaxie, de notre galaxie, la Voie lactée. Eh bien, le Soleil se situe un peu à l'extérieur d'un grand disque qui est la galaxie. Ce grand disque est parcouru de spirales, de bras spiraux, et possède dans sa partie centrale une partie allongée qu'on appelle la barre. Notre galaxie, donc, c'est une galaxie spirale barrée. Malheureusement, on ne l'a jamais vue telle qu'elle est sur cette illustration d'artiste, puisqu'on ne peut pas sortir de notre galaxie. Mais on a vu d'autres galaxies qui ressemblent beaucoup à celle-là, à la nôtre, et donc on sait à peu près quel aspect elle a. Le Soleil se trouve dans la partie externe, et donc il orbite, il tourne autour du centre de la galaxie. Alors il tourne relativement lentement, puisqu'il tourne à 250 km par seconde. Alors c'est rapide pour nous, mais à l'échelle d'une galaxie, c'est pas très rapide, puisqu'il lui faut 213 millions d'années pour faire un tour complet. Donc depuis sa formation, il y a 4,6 milliards d'années, le Soleil a fait une vingtaine de tours, une vingtaine de fois le tour de la galaxie. Donc on pourrait dire que si son anniversaire est fêté tous les tours de galaxie, il aurait une vingtaine d'années galactiques, entre guillemets. Voilà, alors la rotation de la Voie lactée, eh bien, on la voit grâce à cette cartographie merveilleuse de Gaïa de la vitesse des objets autour du système solaire, autour du Soleil. Alors sur la partie qui est colorée ici, en fait, on voit toute la zone de la galaxie qui est couverte par Gaïa et pour laquelle on a des mesures de vitesse. Donc on voit ici les petits vecteurs blancs. En fait, ce sont les vecteurs vitesse mesurés par Gaïa dans chacune des régions en fait, qui ont été observées par le satellite. Et on voit très bien donc le mouvement d'ensemble des étoiles autour du centre de la galaxie et même un petit peu au-delà du centre de la galaxie. Donc ça, c'est vraiment un résultat tout à fait remarquable. Il faut savoir que Gaïa a même pu mesurer la variation de vitesse de notre Soleil dans sa course autour de la Voie lactée, autour du centre de la Voie lactée. Parce que comme le Soleil fait le tour de la galaxie, eh bien son vecteur vitesse, il change de direction, mais très très lentement, puisque la période est 213 millions d'années. Mais Gaïa, avec sa précision extraordinaire, a pu mesurer l'accélération du Soleil dans sa course autour du centre de la galaxie. Ceci est une autre manière de visualiser donc la vitesse de rotation de notre galaxie. En fait, cette fois, c'est la vitesse radiale des étoiles qui est représentée par l'échelle colorée ici par rapport au Soleil, par rapport à nous. Donc, si vous voulez, on se place au niveau du Soleil, puis on regarde la vitesse de toutes les étoiles autour de nous, et on se rend compte que selon la région du ciel, il y a des étoiles qui se rapprochent de nous, d'autres qui s'éloignent de nous, et on peut comme ça constituer une carte de l'ensemble du ciel avec les vitesses radiales de chacun des objets. Ici, de moins 50, c'est-à-dire l'objet se rapproche de nous en sombre, jusqu'à plus 50, l'objet s'éloigne de nous. Et alors on voit qu'il y a des zones alternativement sombres, claires, sombres et claires sur cette carte, bien simplement parce que les parties intérieures plus près du centre de la galaxie que le Soleil tournent plus vite que le Soleil. Donc on va avoir des étoiles qui s'éloignent plus vite. Par exemple, lorsqu'elles sont devant nous dans le sens de rotation, elles s'éloignent plus vite que celles qui sont à l'extérieur et donc qui tournent moins vite autour du centre galactique. Et puis, il y a un certain nombre d'objets qui apparaissent comme des anomalies. Et ces objets, ils sont à l'extérieur de notre galaxie. Ils ne suivent pas la même rotation, évidemment, que la galaxie. Ce sont les nuages de Magellan qu'on voit ici, et 2 amas globulaires célèbres, donc Oméga Centauri et 47 Toucan, qui ont leur vitesse propre, puisqu'ils sont, on va dire, en dehors du plan de la galaxie.
Voilà, alors on peut représenter la rotation de la galaxie encore d'une autre manière, où on combine à la fois la vitesse radiale sous la forme de couleurs, mais également la vitesse tangentielle sous la forme de ces courbes de niveau un petit peu artistiques qui sont représentées ici. Et on voit là toute la complexité de la rotation, de la complexité tridimensionnelle des orbites des étoiles dans la galaxie, qui ne se contentent en général pas de tourner exactement dans le disque de la galaxie, mais ont des trajectoires un petit peu plus complexes. Alors, grâce aux spectres, qui sont mesurés également par Gaïa, on peut obtenir des informations sur la composition chimique des étoiles. Donc, sur ce graphique représenté ici, on voit le spectre d'une étoile qu'on appelle une céphéide, donc je reviendrai sur leur importance un petit peu après. Et le spectre de cette céphéide montre des raies d'absorption, donc toutes ces petites encoches en fait dans son spectre, c'est-à-dire sa luminosité en fonction de la longueur d'onde. Eh bien, toutes ces petites encoches contiennent en fait des informations sur la composition de son atmosphère. Par exemple, le fait qu'il y ait cette petite encoche, cette petite raie spectrale indique qu'il y a du silicium dans son atmosphère. Et puis cette minuscule petite raie vient du fer ionisé. Donc toutes les informations qu'on a dans ce spectre permettent de récupérer la composition chimique de l'étoile. Et grâce à ça, on peut constituer une carte de la composition chimique des étoiles de la galaxie, où on voit ici codé du plus pauvre en métaux au plus riche en métaux, du bleu au rouge, la composition de chacune des étoiles. Alors les métaux en astronomie, c'est tout ce qui est plus lourd que l'hélium. Donc c'est relativement vaste. En gros, c'est tous les éléments sauf l'hydrogène et l'hélium. Donc on voit que les étoiles qui sont dans le plan de la galaxie, eh bien, elles sont plus riches en métaux. Elles sont plus riches parce qu'elles se sont formées donc dans un environnement où il y avait déjà eu des étoiles qui ont déjà produit des éléments chimiques plus lourds que l'hélium avant leur formation, et donc elles sont plus riches en métaux. Inversement, quand on regarde plus loin derrière nous par rapport au centre de la galaxie, eh bien on voit des étoiles qui sont moins riches en métaux que le Soleil, simplement parce qu'elles elles se sont formées à partir de matières moins riches en métaux que les étoiles du voisinage solaire et du centre galactique. Le Soleil a une métallicité de 0, donc il est relativement riche en métaux, parce qu'il s'est formé donc, dans le disque de la galaxie. Alors j'ai parlé de la poussière interstellaire. Alors la poussière interstellaire, c'est une composante importante de la galaxie. La poussière, elle est produite par les étoiles à la fin de leur vie, essentiellement. Donc la poussière qu'on voit ici, c'est le résultat de l'évolution et de la disparition de générations d'étoiles dans le passé. Donc on voit toute la poussière qu'elles ont laissée, et elles l'ont laissée principalement dans le plan du disque. Donc dans le plan du disque de la galaxie, on arrive à cartographier maintenant les nuages individuels de poussière, et ceci en 3 dimensions. Donc on a vraiment une information très très détaillée sur tout l'environnement à l'intérieur de notre galaxie. Alors, on a également pour chacune des étoiles une information essentielle, c'est de savoir si elles sont seules ou si elles sont en couple, voire plus, en étoiles triples, quadruples ou même plus. Alors, principalement, on a des étoiles doubles quand même, et on peut savoir que ces étoiles sont doubles de plusieurs manières différentes. Bon, d'une part, on peut d'abord voir si elles sont proches l'une de l'autre, les séparer par le télescope, c'est-à-dire voir qu'elles sont proches l'une de l'autre et constater qu'elles sont effectivement liées entre elles. Mais lorsqu'on ne peut pas les séparer, qu'elles sont trop proches, on peut tout de même identifier celles qui sont binaires grâce au léger déplacement de leur centre de lumière en fonction du temps. Simplement, quand 2 étoiles vont tourner l'une autour de l'autre, enfin autour de leur centre de gravité commun, eh bien, le centre de lumière des 2 étoiles va lui également tourner autour de ce centre de gravité. Et c'est une manière de détecter, dans une zone assez restreinte de distance, de détecter la présence d'étoiles doubles de cette façon. On peut également regarder la courbe de lumière des étoiles, et notamment des binaires à éclipse, quand 2 étoiles orbitent dans un plan qui passe par la Terre, qui est à proximité, disons, qui passe à proximité de la Terre. Et donc les étoiles passent l'une devant l'autre au cours de leur orbite, et on voit leur courbe de lumière varier avec le temps, et on peut comme ça savoir qu'elles sont binaires. Enfin, on peut mesurer la variation de vitesse radiale des étoiles, et lorsqu'il y a un compagnon, que ce soit une étoile ou une planète, eh bien on observe une variation par effet Doppler de la vitesse radiale de l'étoile.
Voilà. Alors, sur cette petite animation, on voit un petit panorama en fait, de systèmes dont les orbites ont été déterminées grâce aux données Gaïa au voisinage du Soleil, dans à peu près 100 années-lumière de rayon. Donc c'est vraiment le voisinage du Soleil. Et on a toutes ces étoiles donc, pour lesquelles on a pu déterminer des orbites. Et les orbites sont très importantes parce qu'elles nous permettent d'accéder à la masse des étoiles. Donc c'est un progrès qui est tout à fait important pour mieux comprendre la manière dont elles se forment et dont elles évoluent, et avec lesquelles elles évoluent. Au total, il y a plus de 400 000 orbites de ce type qui ont été publiées dans la dernière publication de données de Gaïa. Et puis, lorsque l'objet en orbite autour de l'étoile est très peu massif, parfois c'est une planète, et Gaïa a détecté quelques dizaines de planètes déjà dans sa publication, dans sa dernière publication. Et ceci est un des exemples. Alors ce qu'on voit ici, c'est la trajectoire de l'étoile qui est tirée par sa planète. C'est-à-dire que la planète tourne évidemment autour du centre de gravité de l'étoile et de la planète, et elle tire derrière elle, si on peut dire, l'étoile qui décrit une petite orbite elle-même autour du centre de masse du système, et c'est cette petite orbite qu'on voit ici. Alors c'est tout petit parce que l'étoile est beaucoup plus massive que la planète. Ici, la planète a une masse de 8 masses de Jupiter. Mais voilà, on arrive à détecter le petit déplacement de l'étoile sur le ciel qui est dû à la présence de planètes. Alors ce mouvement, il est superposé au déplacement de l'étoile et au déplacement parallactique en plus. Donc voilà, il y a un petit peu de travail pour analyser, mais ça a été fait, ça a donné de bons résultats. Juste pour comparaison, c'est la trace d'un astronaute laissé sur la Lune à la même échelle angulaire que ce signal qui a été détecté par Gaïa. Donc Gaïa a détecté ce mouvement-là qui correspond en gros à la taille de l'empreinte de pas d'un homme sur la Lune, quoi. Donc c'est un angle extraordinairement petit qui a été pourtant mesuré avec une grande précision par Gaïa. Alors enfin, Gaïa mesure donc des étoiles, la distance des étoiles dans notre galaxie, beaucoup moins de distance en dehors de notre galaxie parce que les distances deviennent trop grandes pour la base de mesure donc de 300 millions de kilomètres. Il nous faudrait encore plus grand. Mais Gaïa a quand même une très grande importance pour la cosmologie et notamment pour l'estimation de distances extragalactiques. Pourquoi ? Parce que Gaïa permet de mesurer la distance de céphéides, qui sont des étoiles utilisées comme étalons de distance. Et grâce à la mesure d'un grand nombre de ces étoiles, eh bien, Gaïa permet d'étalonner leur luminosité très précisément. Et ensuite, cet étalonnage est utilisé grâce au télescope Hubble pour avoir des distances de galaxies très lointaines et remonter à la fameuse constante de Hubble. Alors voici quelques exemples de courbes de lumière de céphéides. Donc on voit ici les courbes de lumière en couleur réalisées par Gaïa, et ici en noir les courbes de vitesse radiale où on voit l'étoile gonfler et se dégonfler puisqu'il s'agit d'étoiles pulsantes avec le temps. Enfin, je voulais juste revenir un petit peu dans notre système solaire pour terminer. Donc Gaïa a mesuré également la position, de manière répétée, de plus de 150 000 astéroïdes. Et cet énorme travail a permis de calculer leurs orbites. Et voici une image du système solaire, des astéroïdes présents dans le système solaire, tels que calculés par Gaïa. On voit la ceinture principale, les Troyens. Voilà. Donc c'est une contribution tout à fait essentielle. Donc, juste pour conclure, Gaïa a construit un ciel qui est tout à fait extraordinaire. D'abord, un ciel qui est accessible à tous, un ciel qui est ouvert à tous parce que toutes les données Gaïa sont publiques, un ciel qui est dynamique, qui est extrêmement vivant. Chaque objet est identifié, ses propriétés physiques sont connues, son mouvement est connu, s'il est simple, s'il est binaire, s'il y a des planètes. Voilà. Donc, c'est un ciel qui est beaucoup plus que juste une position, une carte figée du ciel. C'est un ciel en mouvement, un ciel dynamique et surtout immense, avec un nombre d'objets absolument incroyable et vraiment un trésor, je pense, pour de nombreuses générations d'astronomes à venir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci tout d'abord pour cette conférence qui était tout simplement passionnante, même si c'est un petit mot. Je voulais savoir, est-ce que vous pourriez revenir sur les différences entre les différents catalogues qui ont été publiés au cours des dernières années et ce que permettront aussi les futurs catalogues qui seront
publié, si je ne me trompe pas, en 2025-2030 sur les futurs. Là, on est au 3e catalogue qui a été publié du coup cette année. Quelles sont les différences en fait réellement notables et qu'est-ce que ça permettra en fait à l'avenir? Très bien. Alors effectivement, Gaïa, c'est une mission de longue haleine et il a été décidé au début de la mission de ne pas attendre la fin de la mission pour publier les données. Donc les données sont analysées progressivement et publiées. Donc il y a déjà eu 3 publications de données. La 3e, qui a eu lieu il y a peu de temps, c'est la première qui est complète en termes de type de contenu. Voilà, c'est la première qui a de la spectroscopie, des vitesses radiales, beaucoup de photométrie. Ce qu'on peut attendre des prochaines qui auront lieu effectivement autour de 2025 pour la 4e, c'est-à-dire le satellite va fonctionner jusqu'en 2025 et en 2025 il y aura également une publication de données mais qui ne portera pas sur toutes les données acquises parce qu'il faut quand même un certain temps pour les analyser. Donc en 2025 il y aura une nouvelle publication avec encore plus d'objets, encore plus de précision, notamment sur les distances et les mouvements propres astrométriques, encore plus de mesures photométriques pour les étoiles variables. Donc ça sera une augmentation de volume et de précision. Et la dernière publication, la DR5, qui est prévue vers 2030, utilisera l'ensemble des observations, donc jusqu'en 2025, et là voilà, atteindra le maximum de précision possible avec cet ensemble de données. L'astrométrie, c'est une science qui bénéficie du temps. C'est-à-dire, plus on est patient en astrométrie, meilleures sont les mesures. Voilà. Et c'est vraiment une perspective tout à fait extraordinaire, ces futures publications en 2025-2030. Merci beaucoup pour ce superbe exposé. Je voulais simplement savoir s'il y aurait une suite à cette histoire après 2025. Est-ce qu'il y aura une autre mission Gaïa? Est-ce qu'on voudra de nouveau cartographier le ciel, obtenir de nouvelles données? Voilà, peut-être, je ne sais pas, gravitationnel, par exemple. Alors oui, il y a des projets, bien sûr. Il y a des projets qui sont déjà en germe depuis quelques années dans les équipes Gaïa en particulier, notamment de refaire une mission similaire à la mission actuelle de Gaïa, mais pas dans la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'actuellement, Gaïa fonctionne en visible, donc en visible et en très proche infrarouge. Mais un des projets, peut-être le plus avancé, viserait à refaire un satellite assez similaire, mais utilisant des longueurs d'onde infrarouges, donc 1, 2 microns, 3 microns. Et pour une raison simple, c'est que ces longueurs d'onde passent à travers la poussière. Et toute la poussière que je vous ai montrée donc, dans le plan de notre galaxie, eh bien, il empêche Gaïa actuel de voir aussi loin qu'il pourrait le faire dans le plan de la galaxie. Et en passant dans le domaine infrarouge, eh bien, il serait possible d'aller mesurer des objets plus lointains dans la galaxie en voyant à travers cette poussière qui masque pour l'instant les objets. Voilà, donc c'est un projet donc d'extension. Voilà. Je vais quand même passer à la synthèse. Merci beaucoup Pierre Carvelat pour cet exposé qui nous a emmenés dans les étoiles. Et donc vous vous êtes demandé si la mission Gaïa nous construisait un nouveau ciel. Alors je crois que la réponse est bien évidemment oui. Et pour commencer par votre conclusion, je dirais que la grande nouveauté, il semblerait que c'est que ce ciel est dynamique et qu'avant on avait des représentations plutôt statiques et là on a un ciel dynamique au sens large, c'est-à-dire qui inclut le mouvement des planètes mais aussi, on y reviendra, leur composition chimique, et des étoiles pardon, et de tout un tas d'autres propriétés. Donc vous avez commencé par rappeler les principales étapes de cette histoire de la cartographie, sachant que les premières représentations sont très anciennes, de plusieurs milliers d'années. L'idée de produire une carte complète du ciel est finalement assez récente, elle date du 19e siècle avec des techniques photographiques, mais ce projet a été avorté. Cela dit, les idées sont restées puisque la volonté de cartographier le ciel dans son intégralité a demeuré, et notamment donc avec le projet Hipparcos, fin des années 80, début des années 90, qui a tout de même cartographié 117 000 étoiles, vous l'avez dit. Donc c'était déjà une montée importante en ordre de grandeur, mais là on va encore gagner 4 ordres de grandeur avec la mission Gaïa.
qui est dans la continuité d'Hipparcos, puisque ça a été au niveau des dates proposé juste après la fin de la mission Hipparcos. Donc Gaïa, c'est un satellite qui mesure, qui cartographie l'entièreté du ciel par tranche. Donc ça donne une image de la sphère céleste. Et puis on peut, vous l'avez dit, déployer cette image. Ça donne une espèce de planisphère du ciel. Et il y a divers détecteurs dans ce satellite qui permettent de mesurer la position, la vitesse, la couleur, plein de choses. Donc c'est là qu'on constate bien que c'est une cartographie qui n'est pas statique, qui permet de dériver un tas de propriétés à partir de propriétés, je dirais, élémentaires. On peut retrouver donc la trajectoire, la composition chimique, la température, la masse, la luminosité. Donc plein de caractéristiques. Gaïa a donc mesuré 1,8 milliard d'étoiles. Alors des étoiles qui sont pas forcément toutes seules, il y a aussi, vous l'avez dit, des systèmes doubles. Et ça donne un tas de données. C'est en fait un peu le big data de l'astrophysique, cette mission. Même si on n'a pas encore toutes les données, et pour rebondir sur la question de monsieur dans le public, on a là comment dire, des données qui sont cohérentes, complètes pour celles qui viennent de paraître, mais il faudra peut-être aller plus loin, c'était ma question, pour mesurer à d'autres longueurs d'onde et obtenir d'autres informations sur les étoiles. La mesure donc de la distance des étoiles par parallaxe est permise par la mission Gaïa, donc en faisant des mesures avec 6 mois d'écart pour être de part et d'autre de l'orbite, de notre orbite. Donc notamment dans notre galaxie, on mesure ces étoiles, mais aussi, vous l'avez dit un peu plus tard, grâce à l'étalonnage qu'on peut réaliser sur les céphéides, on peut aussi dériver les distances d'étoiles qui sont extra-galactiques et retrouver, enfin en tout cas donner une estimation de la constante de Hubble qui en fait n'est pas si constante puisque en fonction des mesures, elle évolue. Les images de la Voie lactée que nous donne Gaïa sont assez impressionnantes. Donc, notamment, on a pu voir la rotation de notre galaxie autour de Sagittaire A. Alors, il était là il y a un instant, mais je signale que Jean-Pierre Luminet était dans l'amphi d'à côté pour nous parler de la construction de l'image d'un trou noir. Si, il est toujours là-haut. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir en replay la conférence de Jean-Pierre sur la construction de l'image d'un trou noir. C'est plutôt d'actualité. Et donc, parmi les images que vous nous avez montrées, il y a aussi les systèmes qui se rapprochent ou qui s'éloignent de nous, aussi la composition chimique de ce qui nous entoure à partir d'éléments de mesures spectroscopiques, et puis la poussière interstellaire. Donc voilà, donc non seulement c'est une cartographie du ciel, mais c'est une cartographie multiple, puisqu'on peut avoir plein de cartes sur plein d'éléments différents. Voilà. Et puis ça nous emmène même sur des questions d'exobiologie, puisque toutes ces mesures peuvent nous permettre aussi, vous l'avez dit, de repérer les exoplanètes. On a beaucoup parlé d'astrophysique aujourd'hui. Je vous invite, en plus de la conférence de Jean-Pierre Luminet, à voir et à revoir les autres conférences d'astrophysique du jour. On a eu par exemple Roland Lehoucq, avec qui on a tenté de construire un vaisseau interstellaire pour aller voir Proxima du Centaure. Ça, c'était ce matin. Et ce matin aussi, Jean-Philippe Uzan, qui nous a parlé de la construction de modèles du Big Bang. Voilà, donc tout un programme toujours en lien avec le thème de la construction. Voilà, je vous propose de remercier à nouveau Pierre Carvela. Merci beaucoup.